Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et je suis de retour pour un tout nouveau top de mes découvertes du dernier mois. Et oui, ça passe vite quand même, j'ai l'impression que la dernière vidéo à ce sujet date d'il y a à peine une semaine, même si c'est pas le cas, et ça va faire, en fait, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fais ces vidéos-là, où je vous tente de vous faire une compilation découverte des petits produits indépendants que je peux trouver ici et là. Ça me fait vraiment plaisir, en fait, de voir la réception, les retours, les commentaires concernant ces dites découvertes. Je trouve que c'est très riche. Puis en même temps, ça démontre qu'il y a un intérêt, en fait, envers tout ce qui est plus indépendant, moins mis de l'avant. Je trouve ça important. Je trouve ça important et je voulais prendre le temps de vous dire merci de m'encourager en ce sens. J'espère pouvoir, en fait, vous continuer à vous présenter des petits suppléments et autres ouvrages indépendants pendant encore très longtemps. Et comme à mon habitude, je vais tenter encore une fois ou du moins j'ai réussi à incorporer un titre français en français dans ce top-ci, qui est encore une fois un top 5, comme je l'ai rappelé à la dernière vidéo. Je suis vraiment dans le jus, je suis très débordé par moult projets malheureusement je n'ai pas vraiment le temps de faire des top 10 complets, alors que c'est très long quand même à faire, donc un top 5 encore une fois pour le mois de mai, mais ce n'est pas n'importe quel titre ma foi, toutefois, là. Ce n'est pas des 5 titres très faciles, ce sont des choses bien complètes plutôt, et très riches qui peuvent vous proposer des belles aventures ou même des belles propositions de jeux complets. Donc pour le mois de mai 2024, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On y va avec le numéro 5, s'appelle The Core. The Core, la petite description pour commencer, là. Dans les rues sales de Schleswig, Milja, de la maison Farhan a disparu. Des témoins affirment l'avoir vu au cœur, un quartier connu pour ses innombrables statues d'anges chantants, et pour le fantôme de leur sculpteur qui entrait ces rues tortueuses. La maison Farhan a offert une récompense à quiconque pourra lui ramener Milgia, mais les choses sont toujours plus compliquées qu'il n'y paraît. The Core, c'est une aventure très courte, 8 pages, pour Morborg, qui se déroule dans la ville de Schleswig, que j'adore prononcer, je trouve vraiment que ça a un nom qui sonne très bien. C'est une courte enquête qui est suivie d'un donjon de 6 pièces qui est jouable en 1 à 3 sessions. C'est vraiment très... En fait, pour vrai, ça, ce que j'aime beaucoup de cette aventure-là, ben déjà, il y a Evelyne Moreau qui a participé à la conception de l'aventure et aussi dans, on va dire, le visuel. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui est une Québécoise que je trouve très talentueuse. Mais toute l'équipe derrière, c'est-à-dire Let Morrison aussi, qui est à la conception de l'aventure, mise en page, c'est Cassie Jones, couverture Roxanne B et Let Morrison, et la carte faite aussi par Let Morrison. C'est vraiment... je trouve que c'est très complet, justement. Pour du Morborg, alors que Morborg, souvent, des fois, j'ai l'impression que c'est très unidirectionnel comme type d'aventure. Ça va être du combat, ça va être de la mort sans cesse. Bien là, on a vraiment une petite enquête, un petit donjon, un petit endroit à explorer qu'on connaît pas trop, Schleswig, la ville, et le core, l'espèce de quartier avec les anges chantants. Juste ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. C'est vraiment très original, c'est très différent aussi de ce qu'on peut voir de Morborg habituellement. La prémisse est intéressante, c'est juste assez long, c'est juste assez court. Ça peut sans problème s'incorporer dans une campagne de Morborg ou le faire transposer à un autre système de votre choix sans difficulté. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. Il y a des community copies si jamais vous n'avez pas le fonds nécessaire pour financer une copie digitale. Et sinon, bien, le prix demeure très bas. Donc, pour vrai, aller voir ça, c'est très, très, très bon. On y va avec mon numéro 4. Il s'agit de Mask of the Mask, qui est un jeu PBTA, donc un jeu 2D6 avec un système assez narratif, avec des choix d'action qui sont souvent prédéfinis, mais qui peuvent combler une très grande quantité de possibilités, de types de choses que les personnages souhaiteraient faire durant la partie. Donc un PBTA, mais qui est sans maître de jeu. Donc c'est vraiment plus collaboratif à ce niveau-là et qui vient explorer le thème de la violence et comment est-ce que la violence affecte la vie des super-héros. Et là, c'est la petite nuance où est-ce que j'ai beaucoup aimé de ma lecture déjà de cet ouvrage-là, parce que c'est très précis, c'est très niché, c'est très spécifique dans ce que le jeu veut proposer, parce que Mask of the Mask souhaite en fait émuler des aventures à la
de Watchmen. Donc, c'est-à-dire des personnages qui ne sont pas réellement des super-héros comme on peut le penser avec des pouvoirs qui ont été qui proviennent d'une araignée qui les a mordus ou qui proviennent d'une autre planète ou qui sont vraiment radioactifs et qui peuvent lancer des lasers. C'est vraiment pas ça. Ce sont des vigilants, ce sont des gens qui sont plus terre à terre, qui ont plus des capacités peut-être martiales un peu plus limitées, mais qui ont du cœur au ventre et une volonté à vouloir, on va dire, s'investir comme super-héros dans leur quartier. Donc, on est vraiment plus sur les relations entre ces super-héros-là, comment ceux-ci peuvent vivre au jour le jour en tentant de vouloir cacher leur identité secrète, mais aussi en tentant de devoir accepter le fait qu'ils ont peut-être commis des choses qui sont terribles pour pouvoir arrêter des méchants. Ils ont peut-être déjà tué des gens, ils ont peut-être déjà, au contraire, peut-être même blessé quelqu'un qui ne méritait pas de blesser. C'est un dommage collatéral parmi les civils. C'est très cool. Déjà, le thème est très cool. Je trouve ça vraiment original aussi également. En PBTA, ça se prend très bien. Chaque playbook représente un type de super-héros, justement, réaliste en soi. Mais en fait, ce que je trouve très riche dans le contexte de ce jeu-là, c'est que la forme et le fond concordent ensemble. Dans le sens où, oui, c'est un jeu qui aborde le thème des super-héros plus terre-à-terre à la The Watchmen de Alan Moore. Si vous n'avez jamais lu ça, je vous le conseille. C'est vraiment très cool. Mais aussi le fait que la forme du jeu se présente comme une bande dessinée. Donc, c'est vraiment des cases que vous devez lire pour pouvoir apprendre les règles et le système pour jouer au jeu en soi. Et même si sur le coup, ça a été assez, je dirais, ça m'a désarçonné, c'était très inattendu et aussi très différent de ce que je suis habitué en termes de mise en page, en termes de design graphique et tout ça, éventuellement, tu finis par prendre le beat, en quelque sorte, prendre le pouls, comprendre un peu la logique derrière les cases et ça se fait de façon beaucoup plus fluide et même que je trouve que ça donne cette personnalité-là assez unique à ce jeu-là. Donc, si vous êtes friand de jeux narratifs qui sont vraiment plus tournés vers la discussion, l'échange sans maître de jeu en soi, où vous allez donc concevoir une partie, les menaces et aussi les différents problèmes qui peuvent survenir dans la vie de vos super-héros qui sont très terre-à-terre et beaucoup moins super-héroïques, eh bien, Mask of the Mask est vraiment quelque chose que je vous conseille fortement. Et autant, à la base, je me suis dit, un jeu de super-héros, t'as comme le goût que ça soit peut-être un peu plus stratégie ou justement un peu plus complexe avec quelques prises de décision et tout ça. Le fait que ça soit dans ce contexte-là très précis de vigilants qui ont une attitude et aussi un comportement qui est très humain et qui doivent pallier ou du moins réussir à trouver l'équilibre entre cette vie-là, cette vie nocturne et leur vie de tous les jours, fait en sorte que je trouve que le système PBTA, système très narratif, se porte très bien à ce style de jeu-là, précisément pour, en fait, Mask of the Mask. Donc, pour aller voir ça, très cool aussi, très chouette, ça m'a bien surpris. C'est pas mon jeu du siècle en matière de super-héros. En fait, ça me fait réfléchir à... Il faudrait éventuellement que je fasse une capsule sur mes jeux de super-héros préférés. Et ça ne serait pas facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont vraiment allumé, je vous dirais, jusqu'à maintenant. Mask of the Mask a réussi. Il y en a quelques autres, mais souvent, je trouve ça beaucoup trop compliqué. Des fois, je trouve ça trop crunchy. Ça me tente pas de lire un livre comme ça d'épée pour pouvoir apprendre à jouer un jeu. Donc, je suis encore un peu à la recherche, si on veut, de cette perle rare qui me fera peut-être tomber en amour. Mais Mask of the Mask a certaines qualités que je dois lui donner et qui méritent d'être découvertes par d'autres personnes qui sont peut-être fans de ce style de jeu-là. Mon numéro 3, un jeu en français, mais il y a une twist. Il y a une petite, on va dire, une petite surprise que je ne m'y attendais pas, mais au final, ça tombe quand même bien. Parce que c'est un jeu que ça faisait quand même un bout que j'avais dans mes cartons, dans mes PDF. Je n'avais jamais vraiment pris le temps de le survoler et je m'étais dit, c'est le temps. Tu sais, c'est un jeu en français, c'est des thématiques que je trouve cool, c'est le moment d'en parler. Et là, il y a une annonce qui est sortie par le fait même, affichant que le jeu a finalement un financement participatif par une boîte spécifique qui a décidé d'acheter les droits et de publier le jeu. On va dire sous une mouture, un visuel plus étalé, un peu plus riche et tout ça, avec une impression physique et le tout. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité de mettre ce jeu-là en lumière, si jamais vous ne le connaissez pas, et d'aller voir par le fait même ce financement participatif qui est pour le jeu présentement. Donc, et
D'ailleurs, c'est un peu un couteau à double tranchant puisque le jeu en soi n'est plus accessible dans sa version actuelle, celle que j'avais déjà. Il s'agit de Noblesse Oblige. Noblesse Oblige est un jeu de rôle ayant pour cadre l'ancien régime français, du moins celui qu'on aime imaginer dans les films avec les bagarres, les rixes, les poursuites, les intrigues, les complots, les secrets, l'alcôve, les histoires galantes, l'amitié virile et réjouissances en tout genre se doivent d'être avant tout choses à l'ordre du jour. Ce sont des personnages hauts en couleur. Chaque personnage est défini par un archétype haut en couleur, répondant bien évidemment au canon du genre, c'est-à-dire le comédien, le domestique, le duelliste, l'érudit, l'intrigant, le larron, le militaire. C'est un jeu qui est encore une fois inspiré par l'Apocalypse World, donc le PBTA, 2d6 avec des possibilités d'action. Il y a un maître de cérémonie qui anime en soi la partie, mais ça demeure qu'on est dans l'ordre du PBTA. Donc, on ne sait pas trop où est-ce que la partie va se dérouler ou qu'est-ce qui va se passer au fil en fait des aventures parce que il n'y a pas de scénario qui est préparé, il n'y a pas d'action qui est prévue de la part des héros, mais il y a une petite intrigue peut-être qui est présente et qui permet d'avoir un mince fil rouge ou certains personnages non joueurs qui peuvent avoir leur interaction avec les personnages joueurs, mais le jeu est construit encore une fois dans ce style de jeu narratif où plusieurs personnes vont s'influencer entre eux pour pouvoir concevoir une histoire en groupe, même s'il y a, oui, le maître de cérémonie qui va chapeauter un peu le tout pour pouvoir maintenir peut-être un certain secret ou un certain rideau derrière lequel va évoluer possiblement certains ennemis ou autre chose. Donc, on est dans quelque chose d'un peu historique, mais à la fois aussi très grandiloquent, c'est surréaliste. Ce n'est pas de l'histoire, on est vraiment dans la fiction, un peu comme pourrait l'être Stricia de Kobayashi, qui est un autre jeu qui va aborder un peu le même genre, la même ambiance, et qui utilise aussi un système 2D6. Et Noblesse Oblige, en fait, dans la version que j'ai là, c'est pas la version qui est finale. Je vous conseille de voir justement la campagne de financement si c'est le genre de thème qui pourrait vous intéresser, si c'est le genre d'ambiance qui pourrait vous faire trépider d'action. Que ça soit l'ancien régime français, je trouve ça chouette. Encore une fois, je suis comme... il me semble que il y a comme quelque chose qui me... J'aurais le goût d'un jeu, tu sais, un peu semblable, mais justement plus en Nouvelle-France, peut-être. Nouvelle-France, avec des aventures très Daniel Boone et exploration de montagne et descente de rivière en canot. Je sais qu'il y a Bûcheron et Loup-Garou, que je connais déjà un peu. J'étais moins fan un peu du système de jeu, c'est peut-être moins mon style. Fait qu'il on dirait qu'il y a quelque chose à faire avec ça et j'espère un jour peut-être le voir sortir ce petit bijou nouvelle françaisque qui pourrait être intéressant, je pense, qui pourrait aborder peut-être le même style de système un peu PBTA avec différents archétypes qui sont très typiques à cette nouvelle terre qu'on doit explorer, mais je m'éloigne vraiment du sujet. Toujours est-il que Noblesse Oblige, c'est très chouette, c'est très dans le ton d'un PBTA. Je trouve que ça peut être un bon Powered by the Apocalypse pour des gens qui ne connaissent pas encore ce style de jeu-là, qui souhaiteraient découvrir le genre et qui n'ont pas justement peut-être tant d'expérience que ça non plus dans le milieu du jeu de rôle. Mais tout de même, encore une fois, comme d'autres jeux de ce style-là, comme d'autres jeux qui vont avoir des systèmes qui vont encourager la création partagée entre le maître de jeu et les joueurs et les joueuses, je trouve que c'est important d'avoir un maître, dans le cas ici, un maître de cérémonie, qui est quand même assez à l'aise avec les mécaniques, qui est quand même assez à l'aise pour rebondir sur les idées des joueurs, parce que ce n'est pas toujours quelque chose de très facile avec un PBTA. Fait que, ouais, ça ressemble pas mal à ça, mais tout de même, je suis très content d'avoir lu. Je trouve ça très cool, je trouve ça très j'allais dire original, mais oui et non, dans le sens que c'est pas la première fois que je vois ce système-là qui est reflété dans un jeu. Il y a aussi un jeu du Groom, il me semble, que cette thématique-là, je ne me rappelle plus le nom que j'avais joué avec Olivier Larue, d'ailleurs. Donc, Noblesse Oblige, un jeu de rôle rocambolesque de cap et d'épée. Malheureusement, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je pense qu'au moment où cette vidéo-là va être sortie, le financement pour la version pro, la version physique, avec les illustrations en couleur et tout ça, va être terminé. Il me semble que ça va être terminé. Si je ne me trompe pas, c'est dans les environs du 21 mai, je crois. Donc, ça, c'est pour mes vidéos découvertes du mois de mai.
ça risque d'être fini. Mais tout de même, si vous habitez de l'autre côté de l'océan, en Europe, les 12 singes qui s'occupent en fait, de la distribution maintenant du jeu vont pouvoir vous le livrer sans problème. Au Québec, malheureusement, les 12 singes n'est pas distribué. Il faut le faire venir et ça coûte quand même un certain montant. Mais peut-être, qui sait, avec un peu de chance, ça pourrait peut-être arriver un jour. J'ose rêver. Je rêve encore. Numéro 2, Goblin Mail. Bienvenue au bureau de poste. Alors que le labyrinthe de gobelins connecte de plus en plus des sphères entre elles, le besoin d'une livraison de courrier intersphère efficace a augmenté. Les gobelins ont tenté avec enthousiasme de répondre à la demande et des bureaux de poste ont poussé comme les champignons dans toutes les sphères. Le nombre de bureaux de poste a dangereusement augmenté jusqu'à la grande guerre des courriers du gobelin. Des tas de documents importants, expédiés sans timbre, l'effondrement de la bulle de scellage postal, des gobelins postaux disparus à cause de bandits du courrier ou de saboteurs venant de bureaux rivaux, c'était un bain de sang bureaucratique. Goblin Mail est une aventure compatible avec Troika, mais c'est aussi un cadre de jeu que je trouve absolument délicieux. Pour vrai, ça me fait triper beaucoup. Parce que déjà, c'est Troika. Troika, autant le système... OK, c'est super simple, c'est super minimaliste, peut-être un peu trop même à mon goût, mais le contexte de Troika avec les sphères qui se connectent en elles et les différents univers parallèles qu'on peut visiter et découvrir, j'aime beaucoup ça lorsqu'il y a des produits, des gammes, des suppléments qui viennent un peu explorer ce contexte-là. Le contexte intersphère, l'espèce de lien qui peut relier les sphères en elles. Pas nécessairement une sphère précisément, plus tout ce qui englobe les sphères. Et là, c'est le cas. Ça, c'est les courriers. Le courrier entre les sphères. Qui gère le courrier? Bien, c'est les gobelins. C'est un zine, en fait, que j'ai financé sur Kickstarter, qui est illustré toujours par Evelyne Moreau, dont j'ai mentionné aussi au début de la vidéo, qui a un talent fou pour dessiner ces petites bêtes, ces petites créatures à l'air mesquine que sont les gobelins. Et le tout est d'un chaos sans fin, un bureau de poste chaotique dirigé par des gobelins. C'est plein de fantaisie, c'est plein de petites créatures qui se promènent, justement de bureaucratie un peu inutile. Vous devez naviguer au travers de cet environnement de travail chaotique et rencontrer des habitants bizarres de toutes les sphères à la recherche de leur courrier et peut-être même du vôtre. Et juste ça, je me verrais faire une campagne de gobelins. Je prendrais possiblement un autre système que Troika, mais juste cette prémisse-là du bureau de poste des gobelins avec différents personnages qui seraient en fait des gobelins qui doivent aller poster certaines lettres dans des sphères différentes qui peuvent absolument changer le cadre de jeu d'un bout à l'autre à mesure que les parties avancent. Je trouve que c'est du génie. J'adore ça. Et là, dans ce contexte-là, on a, oui, l'aventure, mais on a aussi, justement, le contexte de jeu, c'est-à-dire comment faire fonctionner le bureau de poste, la bureaucratie qui l'entoure, les différents personnages importants qu'on peut y trouver. C'est du bonbon. Pour vrai, allez voir ça. Très, très cool. En fait, je ne sais même pas s'il est sorti. Au moment où cette vidéo-là va être sortie, je ne sais pas si Goblin Mail va être disponible en version digitale. Pour l'instant, je l'ai seulement en version digitale. Je vais éventuellement la recevoir physiquement, mais je vais quand même mettre le lien vers, on va dire, le Kickstarter pour voir si c'est possible, en fait, de suivre le projet et éventuellement mettre la main sur une version physique de ce petit bijou, si jamais c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Et finalement, mon numéro 1. Je ne sais pas où commencer pour ce zine-là. Un zine que j'attends depuis tellement longtemps parce que j'avais financé la première version lorsque c'était sorti et je n'ai jamais reçu ma copie pour des raisons que je n'élaborerai pas sur cette vidéo, mais qui ne sont absolument pas de la faute de la personne qui a fait le financement du jeu, c'est autre chose. Et Ninja City, en fait, que ça se nomme. Ninja City pour DCC. Et là, DCC, vous me dites, mais là, DCC, c'est du jeu de rôle fantastique. Qu'est-ce que ça a le rapport avec des ninjas? Bien, c'est ça la beauté avec DCC, c'est que vous pouvez le prendre et un peu le twister comme vous voulez et y faire absolument autre chose que le classique médiéval fantastique. Et c'est le cas avec Ninja City. Ninja City, c'est un jeu de rôle hommage à l'explosion de films de ninja de série B qu'il y a eu dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja? Ouais. Tu dois me croire, Tony. C'est la vérité, il faut que tu me crois, je ne délire pas.
Mais je te crois. Ninja. Donc, pensez pas à des bons films de ninja. Là. Pensez pas genre à la crème de la crème. Faut que vous pensiez à des films avec Richard Harrison, qui était un acteur de ces années-là qui a fait beaucoup de films de ninja. Pensez à Ninja 3, La Domination, ou American Ninja, ou Ninja Warrior 3D Backflip quelque chose. Bref, ces films-là, où il y avait beaucoup de personnes qui prenaient le concept des ninjas et qui le barouettait, comme on dit au Québec, c'est-à-dire le lancer de gauche à droite et faire un peu ce qu'on veut avec. C'est vraiment pas fidèle et le jeu, en fait, s'affiche comme ça. C'est pas un jeu où vous allez vous dire, vous allez expliquer, vous allez expérimenter l'expérience, vous allez vivre vraiment ce qu'étaient les ninjas à l'époque, lorsque c'était on va dire, des personnages bien impliqués dans la société japonaise. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment du American Ninja. C'est l'américanisation sale et absolument terrible du concept même d'un ninja en le transformant plutôt en un simple presque super-héros, un personnage qui a des capacités surnaturelles et qui peut lancer 8 shurikens en même temps tout en se battant avec deux katanas. C'est exactement ça. Et c'est tellement bon. Pour vrai, ce zine-là, c'est tellement de la grosse qualité d'un bout à l'autre, là, de bord en bord. Vous jouez votre ninja. Ninja, tout le monde est un ninja. Il n'y a pas de classe de ninja. Tous les joueurs et joueurs sont des ninjas. Vous avez vos petites capacités à vous. Vous avez votre méthode de combat que vous pouvez développer, vos armes, avec quoi est-ce que vous vous battez. Vous avez un peu votre front, votre espèce de double vie. Qu'est-ce que vous faites le jour? Est-ce que vous êtes livreur de courrier? Ça, je fais référence au truc de gobelin. Peut-être que vous êtes vendeur de hot dog dans un stand. Mais une fois la nuit tombée, vous enfilez votre costume de ninja et vous allez vous battre contre des vendeurs de drogue, la mafia, d'autres criminels, peut-être même des démons, peut-être même d'autres ninjas, des ninjas qui sont tombés de l'autre côté. Ça, pour vrai, ça, tout ce qui se passe dans ce zine-là, qui est quand même assez court, fait par Joyce Ryall, qui est un auteur que je découvre de plus en plus. Au début, je le connaissais un peu de loin, je voyais un peu ce qu'il faisait en ligne, mais plus je vois du stock qui sort, je trouve ça tellement tout le temps bon. Et Ninja City en fait partie, c'est délicieux. Ça ne peut pas être plus simple que ça, et pourtant, c'est en même temps si complet. Si vous aimez DCC, jetez un coup d'œil à ça. Si vous n'aimez pas DCC, vous pouvez jeter un coup d'œil à ça quand même parce que ça vaut vraiment la peine. On est absolument dans un autre ton. Ça prend tout simplement la base du système de DCC. Ça l'adapte dans un contexte qu'il appelle le Sword, qui est un peu les espèces de caractéristiques que les ninjas peuvent avoir, les attributs plutôt des ninjas, mais ça demeure que c'est très DCC-esque. Fait que vos ninjas peuvent mourir. Ils peuvent se faire trucider, se faire canarder par des gars avec des machine guns qui tirent en même temps du feu avec un lance-flamme sur le côté ou se faire exploser par des grenades pendant qu'ils essaient de se battre avec justement leur katana et tout ça. Mais une fois qu'ils sont morts, vous avez des options. Qu'est-ce que vous faites avec votre ninja? Est-ce qu'il devient un mauvais ninja du mal ou est-ce qu'il se réveille de sa tombe pour justement se venger contre ses anciens camarades ou peut-être même est-il tout simplement ressuscité pour rejoindre de nouveau ses rangs? Parce que les ninjas ne meurent jamais vraiment. Les ninjas, c'est un combat. Être un ninja, c'est une réalité. C'est une vie que vous ne pouvez pas vraiment laisser de côté. C'est un idéal que vous devez accepter et qui vous suivra toute votre vie. Ninja City, mon numéro 1 de mes découvertes pour ce mois-ci. Je suis vraiment, vraiment content de l'avoir su pour l'instant en PDF, de l'avoir lu avec une aventure supplémentaire qui justement met en scène possiblement des démons. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de l'avoir physiquement. Ce volume-là, physiquement, ça va être un de mes volumes préférés de tout genre confondu, juste parce que c'est ce thème-là qui est abordé. Hey! C'était mon top 5 du mois de mai. Des ninjas, des gobelins, un quartier avec des anges qui pleurent, des gens qui se battent à l'épée dans l'ancien régime français, et j'en oublie un. C'est quoi déjà l'autre que j'oublie? On dirait que je suis en train de... Et des super-héros traumatisés. C'est ça, oui, c'est vrai. Des super-héros qui sont bien traumatisés avec Mask of the Mask. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. S'il y a des choses dans le lot qui vous intéressent, dites-moi dans les commentaires, je suis toujours très curieux de le savoir. S'il y a des découvertes que vous avez eues en mai 2024, vous pouvez également me le faire savoir. Je serais très curieux de vous lire. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Si jamais vous avez des nouvelles choses à me faire découvrir, allez-y. Hein. Allez-y parce que souvent, des fois, je manque pas nécessairement de sujet, mais peut-être un peu, surtout dans la francophonie, des fois, il faut que je cherche. Fait que tu sais,
N'hésitez pas, là. Si vous êtes créateur de jeux indépendants, puis vous dites, hey, Pépé, check ça. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire vraiment plaisir de regarder et de potentiellement en parler dans une vidéo. D'ailleurs, je sais déjà, ça fait vraiment longtemps, je le laisse passer, mais j'ai une vidéo à faire justement sur un jeu d'horreur en français que je me suis fait envoyer. Je suis vraiment désolé, je ne l'ai pas encore inclus dans celle-ci. J'étais, encore une fois, ça n'arrête plus la vie. Ça n'arrête plus. Donc, pour les autres, on se dit à la prochaine fois.